Bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Je suis Lamia Scali et mère de 2 enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Refuge des parents. Le thème d'aujourd'hui porte sur les écrans ou l'utilisation des écrans. Je pense l'avoir déjà mentionné, mais chez nous, on n'utilise pas d'écran. Pas de télé, pas de portable ou iPad. Mes enfants, bien sûr, regardent nos téléphones quand on a un appel vidéo, FaceTime, ou alors des fois quand ils veulent voir des photos ou des vidéos d'eux-mêmes. Mais à part ça, hormis ça, ils ne regardent pas les écrans. Parce que quand on lit la recherche sur les effets de l'utilisation des écrans sur le développement, cette recherche qui évolue tout le temps d'ailleurs, on peut décider d'élever ses enfants sans écran pendant leurs premières années, du moins. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre tant l'accent sur ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi, mais plutôt sur des réponses pratiques et complètes à la question que devraient faire les parents à la place. Il y a tellement de débats, de controverses et de bruit autour de ce sujet qu'on en oublie les bases. Beaucoup de parents utilisent beaucoup d'écrans pour leurs enfants, peut-être plus qu'ils ne le souhaiteraient. Et certains d'entre eux veulent trouver un moyen de minimiser tout ça, tout en gardant du temps pour eux-mêmes sans ressentir le besoin d'utiliser les écrans à chaque fois pour divertir ou pour occuper leurs enfants. Et il n'y a rien qu'on puisse faire en tant que parent qui ne puisse être défait ou modifié. Et je pense que c'est un message très important parce que beaucoup de parents disent j'ai progressivement introduit le temps d'écran à mon bébé et puis c'est juste devenu incontrôlable. Mais il faut se rappeler que ça a été conçu pour ça. Donc ça ne reflète pas ce qu'est votre famille ou votre enfant, mais en effet, on en perd le contrôle. Et du coup, on peut se dire, est-ce que j'ai endommagé le cerveau de mon enfant ? Et heureusement, la plupart des enfants sont assez flexibles et élastiques et on peut faire certains changements. Et donc, c'est pas grave si les choses ont dégénéré un petit moment. Megan Owens, auteure et psychologue américaine, dit que quand on parle d'enfants de moins de 5 ans, de 0 à 5 ans, elle encourage vraiment le message du « pas encore ». Si vous êtes capable de faire le pas encore, c'est tellement plus facile. Ça l'est vraiment. Et puis ils ont 5 ans, 6 ans, ils ont 12 ans, et puis ils ont 16 ans. Et pas encore n'est plus vraiment une philosophie appropriée à ce stade, mais vous pouvez garder les choses très simples quand ils sont petits. Et sachez que ces choses viendront plus tard pour eux. Il y a tellement de recherches qui expliquent les raisons du pas encore. L'attention de votre enfant se développe, ses habitudes de sommeil se développent, sa capacité de régulation émotionnelle se développe. Et la plupart du temps, les médias n'aident pas aucune de ces 3 grandes choses. Le pas encore, c'est pour moi surtout au niveau de cet élément de régulation des émotions. Et c'est là qu'on s'embourbe quand il semble que l'écran nous aide ou que les médias qu'on utilise pour notre tout petit nous aident. Et c'est vraiment pas le cas. Les enfants ont des émotions tellement fortes, intenses. Et il semble que les médias améliorent tout. Et donc, vous pouvez voir un enfant commencer à s'effondrer, vous pouvez lui donner l'écran, et il a l'air apaisé, ou il est collé à vous et il cherche à interagir avec vous, à attirer l'attention à un moment où vous êtes occupé, et vous pouvez simplement pas lui donner toute cette attention. Alors vous lui donnez ces minutes d'écran, et puis il semble que l'écran résout ce problème. Eh bien, toutes ces petites choses sont en fait des toutes petites expériences normatives avec des émotions négatives comme maman est aux toilettes, elle peut pas faire attention à moi et je suis frustrée, je m'ennuie. Maman parle au téléphone. Il y a beaucoup de monde dans la salle d'attente. Toutes ces petites expositions qu'on donne à nos enfants tout naturellement, sans même y penser. Ils apprennent à tolérer ces émotions négatives. Et ce qui se passe, c'est qu'on réalise très vite que les médias nous facilitent la tâche parce qu'ils calment cette émotion négative, ou du moins, il semble que c'est le cas. Mais en réalité, tout ce que ça fait, c'est de les distraire de cette émotion négative. Et donc, ils n'obtiennent pas cette visibilité et n'apprennent pas à s'en sortir par eux-mêmes. Ils n'apprennent pas à
tolérer, à passer à autre chose et à diriger leur propre attention. Et donc quand un enfant a vécu cette expérience, quand il a été exposé aux écrans, on se demande comment est-ce qu'il peut gérer sans écran, non? Parce qu'ils ont une capacité très limitée à tolérer leurs propres émotions négatives ou à tolérer le temps indépendamment d'un adulte, d'un jeu ou d'un appareil de divertissement, quoi. Et c'est pourquoi le pas encore, c'est vraiment utile pour les tout petits et les enfants d'âge préscolaire, les bébés, parce qu'on veut qu'ils soient exposés à ces expériences et apprennent que c'est normal de s'ennuyer et que je serai avec toi dans un petit moment. Et ça ne te plaira peut-être pas, mais je sais que tu peux gérer. Parfois, si on y arrive, ils sont en fait capables de mieux gérer la situation qu'on le pense à la base, après un moment, parce qu'ils ont appris. C'est donc ça le grand pas encore. Attendons qu'ils sachent comment gérer leurs émotions négatives avant de les distraire. Juste pour qu'ils sachent que c'est une expérience normale, que ça fait simplement partie de la vie, que parfois on a l'impression que la vie n'est pas amusante, qu'on n'est pas occupé, qu'il n'y a rien à faire. Et c'est décevant, mais c'est la vie. Et puis quand ils sont plus âgés, ils sont initiés aux médias d'une manière plaisante et amusante. C'est pas utilisé pour étouffer une émotion négative ou pour remplacer l'absence de quelqu'un, mais c'est utilisé comme un moyen de se connecter en famille quand vous regardez un film, par exemple, ou quelque chose du genre. C'est ça le pas encore. C'est toutes ces bonnes choses, tous ces bons souvenirs que vous avez en regardant un film. Est-ce que je pourrais jamais faire ça avec mes enfants? Vous le ferez juste quand ils seront prêts, au moment où ils seront prêts. Une grande partie de la recherche sur les médias et l'utilisation des écrans est basée sur un cadre très large et du coup elle est critiquée à juste titre pour cette raison. Mais c'est le développement de la recherche en sciences sociales et la façon dont on examine une population dans son ensemble avant de commencer à examiner des groupes individuels plus petits. Donc on constate par exemple que le temps passé devant un écran est négativement associé à la lecture d'un livre et que le temps passé devant un écran est ce qui détermine cette relation. Et on peut constater largement un tas d'effets négatifs, mais on n'analyse pas les groupes basés sur l'origine ethnique d'un individu ou quand il y a un diagnostic préexistant ou des choses de ce type. Et donc on peut critiquer la recherche à juste titre quand on pense que ce n'est pas valide pour son enfant. La recherche sur les médias commence à considérer les enfants individuellement de cette façon en essayant en quelque sorte de les séparer. Parce que quand on lit et qu'on constate un impact léger ou modéré des médias sur les enfants, il se peut que cet impact soit très fort pour certains enfants et que d'un autre côté, cet effet n'est tout simplement pas présent chez les autres enfants. Et donc ça se balance d'une certaine manière. Vous pourriez dire, moi j'ai un enfant avec qui on lit tout le temps, il joue seul, il regarde 1 heure de télé et puis j'éteins la télé et il passe à autre chose. Ça lui pose absolument aucun problème. Et j'en ai marre d'entendre tout ça. Vous avez un enfant qui s'adapte facilement et c'est très bien. Mais quelqu'un d'autre pourrait avoir un enfant qui est un peu plus sensible, où l'enfant a vraiment du mal à éteindre l'écran. Et quand on éteint l'écran et qu'on s'éloigne, l'enfant a beaucoup de mal à trouver des choses à faire quand il n'est pas devant cet écran et perd son intérêt pour d'autres activités. Et donc, comme pour tout, il existe donc une certaine différence dans la façon dont les enfants réagissent aux médias. Et la recherche commence à déterminer en quoi ça consiste, cette différence. On sait par exemple que les enfants ayant déjà reçu un diagnostic d'hyperactivité sont plus susceptibles de choisir des médias au rythme rapide qui change beaucoup et violent. Et ça, ces médias pourraient avoir plus d'effet sur ces enfants. Mais c'est qu'un petit exemple de la manière dont les médias vont affecter différemment différents enfants. Et pourquoi, en tant que parent, vous devez y prêter attention. Et il s'agit donc de regarder et de noter quel est le comportement de votre enfant après avoir passé du temps devant un écran, et puis de regarder plus largement quel est le comportement de votre enfant à mesure que le temps passé devant l'écran augmente. Et vous avez certainement remarqué qu'ils sont plus dérégulés, qu'ils ont plus de difficultés à jouer seuls, ils ont beaucoup plus de mal à commencer quelque chose parce que les autres choses qui les intéressaient avant ne les intéressent plus vraiment et ils demandent constamment à regarder YouTube ou à jouer à leur jeu préféré. Ce sont tous ces signes qui montrent que son enfant éprouve des difficultés. Ils ont une relation un peu problématique avec les médias.
Et peut-être que vous voulez réfléchir à la façon dont vous allez les sevrer de l'habitude des écrans. Un autre point que je souhaite mentionner, c'est sur la méthode du design persuasif dans les médias. Megan Owens explique que on sait à la base que les enfants de moins de 8 ans ne peuvent pas vraiment reconnaître par exemple la publicité et le fait que quelqu'un essaie de les persuader de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire avant 8 ans. Les petits bébés donc ne peuvent pas reconnaître un design persuasif. Les tout petits, ils peuvent pas reconnaître que cette émission a essayé simplement de les attirer ou que ce jeu essayait de les faire jouer plus longtemps. Les médias tiennent ce petit bijou devant vous dans le but que vous jouerez donc plus longtemps. Et les récompenses intermittentes et les choses qui sont vraiment omniprésentes dans les applications de jeux pour enfants, ils peuvent pas voir tout ça. Et c'est difficile pour nous-mêmes, les adultes, de reconnaître tout ça. Alors quand vous pensez, je vais utiliser le tel pendant un petit temps, comme peut-être comme je l'ai fait quand j'étais jeune, le paysage médiatique a radicalement changé et on impose désormais tout le fardeau aux parents. Et c'est très difficile pour les parents parce que c'est pas conçu comme ça. Ce qu'on regarde n'a pas été conçu pour être consommé en temps limite d'une demi-heure. C'est à ce moment-là que votre enfant va s'effondrer et c'est pourquoi le modèle du pas encore est vraiment intéressant avant que votre enfant ne développe une partie de la capacité cognitive nécessaire pour reconnaître et discuter de certaines de ces choses, ce qui n'arrivera pas avant l'âge de 6 ans. L'un des problèmes liés aux écrans n'est peut-être pas tant ce que votre enfant fait ou voit. Peut-être qu'il ne regarde rien de violent et que tout ce qu'il voit c'est approprié au niveau développemental. Mais il y a l'idée que ça enlève en fait du temps aux choses que votre bébé ou votre enfant, un enfant en bas âge ferait sans l'usage des écrans. Ce ne sont donc pas tant les médias eux-mêmes qui posent le problème, c'est juste qu'est-ce qu'il ferait s'il n'y en a pas? Et on connaît pas vraiment la réponse à cette question à moins de tout éteindre pendant un moment et de voir. Du point de vue de la recherche, on sait qu'il existe 5 grandes choses dont tous les enfants de moins de 5 ans ont grandement besoin et qui sont réellement associées au développement positif de l'enfant en termes de développement social, cognitif et physique. Dans son livre, Megan Owens utilise donc l'acronyme SPOIL. S-P-O-I-L. Essayez peut-être d'oublier un peu le temps d'écran et essayez vraiment de prêter attention à, premièrement, combien de temps social votre enfant passe avec vous, avec d'autres bébés ou d'autres enfants. À combien de temps est-ce qu'il joue avec des copains ou frères et sœurs, mais aussi seul, donc le jeu libre. À combien de temps il passe en extérieur, ce qui est essentiellement l'antidote au temps consacré aux écrans. Pour les enfants et les adultes de la même manière, c'est associé à une meilleure qualité de sommeil, à une meilleure attention, ça vous aide à votre capacité à vous concentrer, ça diminue le stress, ça augmente la production de sérotonine, donc ça aide l'humeur. Faites attention aussi donc au travail indépendant de votre enfant. Presque toutes les théories du développement montrent que en général, de 3 à 6 ans, les enfants ont vraiment besoin d'avoir cette possibilité de sentir qu'ils ont un certain impact sur leur environnement, qu'ils sont capables, qu'ils sont autonomes. Et ça consiste par exemple à s'habiller, toutes ces choses que les enfants disent « je veux le faire moi-même ». Et puis finalement, le L dans SPOIL signifie literacy, donc l'alphabétisation, parce que on peut pas exagérer avec ça. Donc en vous concentrant sur les choses dont les enfants ont vraiment besoin, on peut pas en faire trop. Il y a aucun mal à ce que votre enfant ait trop de temps pour jouer avant l'âge de 6 ans. Pas de mal à trop leur lire. Vous savez que ces choses sont vraiment bonnes et que vous n'avez pas à vous inquiéter. S'il s'implique vraiment, c'est génial. Et donc, si on peut se concentrer davantage sur ces choses, ce sont des choses positives dont la recherche est contraire à celle du temps passé devant l'écran au niveau du développement du cerveau, du développement social et du développement physique. Et comment pouvez-vous rendre ces choses possibles tout en reconnaissant vos limites en tant que parent? Ça ne signifie donc pas que quand vous éteignez l'écran, vous devez divertir votre enfant tout le temps. C'est juste pas possible, non? Ce n'est pas que vous soyez impliqué tout le temps quand ils ne sont pas devant l'écran, mais qu'ils ont le temps de jouer de manière indépendante. Par exemple,
Quand je ne peux pas leur lire des livres pendant la journée, mes enfants ont un lecteur audio, le Yoto Player, et ils peuvent écouter les histoires via ce lecteur, quoi. Si on est dehors, ils peuvent s'asseoir et regarder le soleil, jouer avec des feuilles et cueillir des châtaignes. Et vous n'êtes pas obligé d'être impliqué. Alors il faut arrêter de penser que si vous n'utilisez pas d'écran, vous devez orchestrer chaque minute de la journée parce que ça devient épuisant. Et c'est là où on commence vraiment à avoir des soucis. Mais vous savez, c'est un peu comme ce dont on a parlé un peu plus tôt sur les émotions négatives. C'est ce qui, je pense, empêche beaucoup d'entre nous de mettre en place des limites et de dire simplement non, je ne vais pas jouer avec toi pour le moment. Je serai avec toi dans X temps, dans 10 minutes, j'en sais rien. Et j'ai hâte de jouer avec toi, mais maintenant c'est non. Et c'est ok si tu es fâché. Tu peux être vraiment en colère contre moi, mais c'est ce que je dois faire là maintenant. Au lieu de maintenant, il faut absolument que je prépare une activité pour m'assurer que ça va aller. C'est cette différence du message qu'on transmet à nos enfants quand notre enfant est triste ou fâché et qu'on pense qu'ils ont besoin de notre aide. On tente de réparer ce qui va pas. On transmet ce message qu'ils ne peuvent pas gérer ça seuls. Tu sais pas quoi faire quand je suis pas avec toi, alors je suis obligée d'être avec toi ou bien je vais te donner l'écran, quoi. Au lieu du message, je sais que tu es frustré là maintenant, ou bien que tu es fâché et tu veux vraiment que je joue avec toi, mais je sais que tu arrives à gérer sans moi et ça va aller. Je suis pas loin, j'ai vraiment besoin de travailler et me concentrer là maintenant. C'est beaucoup plus fort ce message de « je sais que tu peux tolérer cette émotion, je sais que tu peux tolérer ce moment sans moi ». Peut-être qu'au début, si votre enfant n'est pas habitué à ça, ça aide d'échafauder un peu toutes ces étapes. Mais dans l'idéal, les enfants ont les idées et ils utilisent leur propre imagination, leur créativité et leur instinct pour déterminer ce sur quoi ils veulent réellement travailler. Si vous avez l'impression d'avoir pris cette habitude de donner l'écran et que vous avez un peu perdu le contrôle, soyez clair quant à la nouvelle limite, à ce que vous allez faire à l'avenir. Et puis avoir de l'empathie envers votre enfant parce que ces applications, ces programmes et ces vidéos sont conçus de manière à captiver votre enfant. Et ils n'ont pas ces aptitudes intellectuelles à l'heure actuelle de comprendre ces nouvelles limites et ça va être frustrant pour eux. Et c'est une transition et c'est un changement pour eux. Et pendant cette période, peut-être que vous pourriez intervenir un peu plus. Maintenant, quand je dis intervenir, je veux dire de manière à aménager leur espace de manière consciente, pas d'être là à les divertir vous-même. Et puis pouvoir s'asseoir avec eux malgré une certaine frustration. Je me réfère à notre premier épisode sur le jeu libre. Et donc faire attention à ne pas jouer avec votre enfant, ce qui est encore une fois quelque chose qui aide votre enfant à se sentir plus libre, d'inventer ses propres jeux, où vous n'avez pas besoin d'en faire partie. Parce qu'en général, les enfants remarquent si, quand on n'est pas impliqué dans leur jeu, on fait pas vraiment attention à eux. Et des fois, donner à ces moments de jeu, d'être juste là, attentif à leur jeu et intéressé à ce que votre enfant est en train de fabriquer. Leur offrir ces moments peut être très, très puissants. Leur montrer que tout ce qu'ils font est intéressant et utile, qu'il n'est pas nécessaire que ce soit des trucs extravagants comme des personnages imaginaires ou un jeu spécifique ou un jeu de société ou quelque chose du genre. Ça peut être juste de regarder par la fenêtre, simplement d'être ensemble. Mes enfants ont 4 et 2 ans, bientôt 5 et 3. Et jusqu'à présent, ils ont jamais utilisé l'écran. Et peut-être que c'est une approche un peu paresseuse de ma part, parce que quand on regarde la recherche, c'est tellement plus facile d'adopter cette approche du « pas encore » que de faire face potentiellement à des problèmes qui n'ont pas été conçus pour leur cerveau en plein développement. Et le résultat, c'est que mes enfants, ils sont vraiment exposés à eux-mêmes. Ils dirigent leur temps libre. Ils n'ont aucun problème à gérer leur temps pendant des longues périodes parce qu'ils continuent à développer ce muscle sans être stimulé. Si on donne à nos enfants l'espace pour explorer au lieu de tout leur apprendre et tout leur montrer, ils ont une attitude différente qui leur permet de jouer seuls et d'explorer leur créativité. Merci encore pour votre écoute. Le Refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager,
à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. À bientôt pour le prochain épisode.